Bonjour, bonjour. C'est parti. Commence un petit peu tard aujourd'hui, mais c'était compliqué. Alors, je vais apparaître bientôt à l'écran. Allons-y. Bonjour, bonjour. Je coupe le son du portable. Allons-y. Donc, pour une revue de presse de psychologie positive, aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais essayer de tout faire parce que je pense que c'est jouable et comme ça, on ira à l'essentiel. Hop. Donc, un premier article sera sur l'intelligence artificielle et l'imagerie cérébrale pour détecter des mouvements. Ensuite, alors je vais vous montrer ça parce que je pense que vous ne voyez pas pour l'instant. Voilà. Ensuite, on a un article plutôt sur l'entraînement au flow, à la sensation de flux. Et puis, nous avons un article sur les problèmes de compréhension dans le langage. Eh bien, allons-y tout de suite, c'est parti. Hop. Donc, on n'a pas tous la même définition de concept essentiel. C'est ce que nous dit en tout cas ce premier article donc de Great Good Science Center qui vulgarise un article de recherche scientifique qui est paru assez récemment, qui est le suivant, je vais vous le montrer. Latent Diversity in Human Concepts, qui a été publié donc en mai, je crois. En mars, pardon, en mars 2023. Et donc, qu'est-ce que nous apprend ce nouvel article de recherche? Alors, c'est des choses qu'on savait déjà un petit peu, évidemment. On n'a pas tous la même définition de certains concepts. Mais des psychologues de l'université de Berkeley ont voulu creuser un peu plus loin et voir si sur des concepts essentiels, on avait aussi des problématiques on va dire, de compréhension, d'être d'accord sur ce qu'on disait, etc. Et ce que l'étude a montré globalement, c'est que les représentations, les associations qu'on a par rapport à certains concepts, même très basiques, comme la question qui est posée au début, hein, c'est est-ce qu'un chien ressemble plus à une poule qu'à un aigle? Est-ce qu'un pingouin fait du bruit? Est-ce qu'une baleine est amicale? Etc. Donc ça, c'est les représentations mentales qu'on a là-dessus, des représentations voilà, sémantiques. Et donc les gens, en fait, ont des représentations très différentes, même sur des choses assez simples, et les gens, en fait, surestiment le nombre de personnes qui ont les mêmes représentations qu'elles. C'est-à-dire qu'en général, les gens vont dire, bah oui, bien sûr, on va considérer que, par exemple, un pingouin fait du bruit. Bah oui, moi je pense qu'un pingouin fait du bruit, donc quand je pense pingouin, je pense au bruit du pingouin, etc. Bon, je pense que c'est le cas pour tout le monde. En fait, pas du tout. En fait, pas du tout. Et donc ça pourrait expliquer, entre autres choses, pourquoi... alors, entre autres choses, parce qu'il y a plein d'autres choses. Quand vous êtes sur des concepts complexes, évidemment, on n'a pas les mêmes définitions. On a des problèmes de différences culturelles, de différences de milieu social, etc. Plus les problèmes émotionnels gérés. Bon, bref, il y a plein de choses qui font que dans un débat, dans une conversation, on peut mal se comprendre. Mais si même les concepts les plus basiques, les mots les plus basiques qu'on utilise sur des concepts simples ne font pas référence aux mêmes représentations derrière, alors ça complexifie encore les choses. Donc en gros, si je reprends un petit peu l'article, donc c'était Kidd, le chercheur, Marty Wu, Piantossi et Kidd, ils ont interrogé 2700 participants dans une étude en deux temps. Dans le premier temps, on a séparé toutes ces personnes-là en deux groupes, et ils devaient faire des évaluations sur le fait qu'un animal, alors par exemple un pinson, était plus proche de un ou deux autres animaux comme une baleine ou un pingouin. L'autre moitié, donc ça c'est la première phase, hein, il y a une moitié qui fait ça, et une autre moitié des gens
à qui on va demander de faire des jugements un peu similaires, mais sur des hommes politiques américains. Donc, qui inclut George Bush, Donald Trump, Hillary Clinton et Joe Biden. Alors les chercheurs, ils ont séparé en deux groupes. Pourquoi ? Parce que souvent on pense que les gens vont plus avoir tendance à voir des animaux, avoir des représentations similaires pour les animaux et d'avoir plus de delta en fait dans la représentation sur les hommes politiques. En fonction de votre orientation politique, vous allez pas avoir du tout les mêmes représentations. Il y a plus de variabilité en fonction des croyances. Et ce que les chercheurs ont trouvé, c'est qu'il y avait aussi une variabilité importante, même sur la conceptualisation d'animaux courants, en fait. Si on prend l'exemple des pingouins, alors attention, pas les pingouins, c'est les manchots. Il me semble que pingouin en anglais, c'est toujours le faux ami. Hein. Je sais plus si c'est. Alors je vérifie pour pas vous dire de bêtises. Si penguin c'est et manchot et pingouin, oui c'est les deux. C'est manchot plutôt, ok. Donc les manchots, ce qu'on appelle les manchots, hein, les manchots qui sont qui peuvent pas voler, hein. Les pingouins c'est des animaux qui volent en français. Donc si on prend les manchots, la probabilité que deux personnes prises au hasard aient la même représentation des manchots, elle est de 12% à peu près. Parce que en fait, les gens vont pas être d'accord sur le fait que les manchots, sur le fait qu'ils soient lourds, par exemple, etc. Et si les concepts sont parfaitement alignés, alors tous les jugements de similarité, est-ce qu'un manchot ressemble plus à ci, à ça, etc., devraient être alignés. Et s'il y a de la variabilité dans ces associations, alors ça veut dire qu'il y a quelque chose de différent dans le concept, dans la représentation qu'on a. Et ensuite, les participants devaient aussi évaluer la part des participants qui seraient d'accord avec leur réponse. Et la plupart des gens avaient tendance à croire, souvent de manière incorrecte, que à peu près 2/3 des gens seraient d'accord avec eux. Et des fois, dans certains exemples, on a même des cas où les gens pensaient être dans la majorité, alors que personne d'autre n'était d'accord avec eux. Donc, vous voyez un petit peu, et là on parle de pingouins, donc de quelque chose d'assez simple. Donc imaginez un petit peu le delta qu'il peut y avoir, les incompréhensions qu'il peut y avoir quand vous avez ce genre de représentation très particulière, avec en plus la croyance que votre représentation très particulière, elle est couramment, elle est très courante. Mais ça arrive des fois, quand on a des conversations sur des choses simples, et qu'on creuse un peu, on se rend compte qu'en fait on n'a pas du tout les mêmes représentations. Donc c'est pas non plus si surprenant que ça. Et ce que disent les auteurs ici, c'est que c'est un résultat de recherche qui est plutôt en accord avec une société où tout le monde pense avoir raison, alors que souvent les gens ont tort. Et évidemment, ça nous concerne aussi, ça me concerne aussi, ça concerne tout le monde. En gros, pour vous donner les proportions, en prenant deux personnes au hasard dans l'échantillon, il y a à peu près autant de chances que les deux personnes soient d'accord et pas d'accord. Donc en fait, il n'y a pas de majorité de représentation. Et évidemment, pour les mots politiques, il y avait encore moins de chances qu'il y ait un accord. Mais l'accord était déjà pas si important que ça pour les animaux. Voilà. Il y a un concept, ce qu'ils disent plus pour la vanne, c'est que le concept d'aigle, les gens étaient plutôt d'accord. Bon, il y a des exceptions. Et donc dans la deuxième phase du projet, les gens devaient les gens devaient lister 10 adjectifs pour décrire les animaux et les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques. Et ensuite, ils devaient évaluer ces caractéristiques. Par exemple, est-ce qu'un pinson est intelligent ? Donc on met des qualificatifs, puis ensuite on évalue par rapport aux qualificatifs, est-ce que vous trouvez que c'est vrai ou pas, on reprend en poule et on mélange, etc. On leur présente ce que les autres ont mis. Et encore une fois, les chercheurs ont trouvé que
les gens avaient des avis très différents sur les concepts et représentations des animaux. Il y a des choses sur lesquelles ils sont d'accord, par exemple le fait que les phoques n'ont pas de plumes, mais qui sont glissants. Voilà. Mais ils n'étaient pas d'accord sur le fait qu'ils soient grasses, qu'ils aient de la grâce. Voilà. Et si les gens étaient la plupart du temps d'accord sur le fait que Trump n'était pas humble et riche, ils n'étaient pas en accord sur le fait qu'il soit intéressant ou pas. Donc en gros, le résumé de cet article, qu'est-ce que ça nous dit? Alors on sait déjà, d'un point de vue cognitif, d'un point de vue des recherches en sciences du langage aussi, qu'il y a des différences de représentation des concepts. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont été interrogés des concepts très très simples, comme des animaux. On pourrait voir sur des concepts encore différents, par exemple des objets, il y a des éléments, ce qu'on appelle des schèmes et des théories d'affordance, etc. Bon, c'est pas mal de choses sur les objets, leur utilisation, leur représentation, mais j'imagine que quand moi je vous parle d'une chaise, alors on est à peu près d'accord sur le concept, sur ce que c'est comme objet, par contre j'ai sans doute pas la même représentation que vous. Quand je parle d'un bureau, j'imagine quelque chose et j'imagine que c'est pas tout à fait la même chose que vous. Sans doute qu'il y a un plan de travail horizontal avec au moins 2 pieds, mais voilà. Donc tout ça fait que si sur des concepts simples on n'est pas forcément d'accord, sans le savoir, eh bien on peut dire, comme on dit, on se croise, hein, ça, on se parle les uns à côté des autres. Premier article intéressant sur la notion de concept et de représentation. Deuxième article sur le flow. Alors le flow, qu'est-ce que c'est? Donc, s'entraîner pour faire davantage l'expérience du flow. Hop là. Alors, deuxième article. Là, c'est un article de recherche donc de Northworthy, Dimmock, Nicholas, Krauss et Jackson qui a été publié le 23 mai. Donc, c'est tout frais sorti. Voilà. Et donc l'idée, c'est que les auteurs se sont posé la question sur le fait qu'on puisse entraîner le flow. Le flow, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous êtes par exemple absorbé, vous avez des compétences dans une tâche, vous êtes très absorbé, vous perdez la notion du temps, vous perdez la notion de vous-même, vous êtes dans des performances très élevées. En fait, c'est ce qu'on appelle le flow ou le flux en français. C'est quelque chose qui était d'abord rapporté chez les sportifs de haut niveau, mais qu'on peut voir dans n'importe quelle activité. Donc c'est vraiment un moment où on est un peu hors du temps, on s'oublie, on est à fond sur ce qu'on est en train de faire, on est absorbé par la tâche, on y prend du plaisir, en général le plaisir il vient après, a posteriori, une fois qu'on a retrouvé la confiance de soi, et donc c'est des expériences où on est très compétent. Très compétent, pardon. Donc le flux c'est décrit comme quelque chose de valorisé, dont on se souvient, qui est très positif, et qui est à l'intersection entre la performance de pointe et l'expérience de pointe, c'est-à-dire la performance excellente et l'expérience excellente. Voilà. Et c'est lié à la haute performance et au bien-être. Et ça a été montré de nombreuses fois. Alors il y a eu plusieurs modèles du flow pour le décrire, etc. En gros, on a l'équilibre entre le défi, le niveau de défi et les compétences. Pour qu'il y ait du flow, il faut que vous ayez des compétences élevées dans un niveau de défi élevé et que ça soit à peu près aligné, ça. Des objectifs clairs et un feedback qui ne soit pas ambigu. C'est-à-dire qu'il faut aussi que vous puissiez tout de suite voir si ce que vous faites fonctionne. S'il y a besoin d'analyse, vous sortez de la situation, vous reprenez conscience de vous-même et on n'est plus dans le flux vraiment. Si vous avez besoin d'une analyse de haut niveau très approfondie et qui n'est pas intégrée à l'expérience directement. Donc on a des aspects expérientiels dans le flux, l'absorption, être absorbé par la tâche, le contrôle sans effort et la récompense intrinsèque. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de faire, c'est positif en tant que tel. C'est pas un moyen pour atteindre un but, c'est ce que vous faites, ça vous fait kiffer directement. C'est un intérêt en soi. Et puis il y a d'autres aspects, donc le fait d'être absorbé, d'avoir un contrôle sans effort, je l'ai dit, et d'avoir... pardon.
il y a deux choses que j'ai oubliées. Il y a aussi les antécédents, c'est-à-dire qu'il y a un challenge, un défi optimal par rapport au niveau de compétence et une motivation élevée. Donc vous avez ces deux éléments-là qui vont, enfin tous ces éléments-là qui vont être alignés avec l'attention qui est focalisée et qui n'est pas divisée entre cette activité et autre chose. Vous avez une fluidité de la performance et une absence de soucis de perte de contrôle. Voilà, perte de contrôle par rapport à la situation. Niveau d'excitation et émotions positives, etc. Bon, donc ça c'est un peu les caractéristiques du flux. Désolé pour le bruit à l'extérieur. Donc ça, c'est une première chose. Ok. C'est souvent le flux corrélé à la haute performance. Mais alors, les auteurs ici disent que ça peut être lié au fait que en fait, c'est associé à la haute concentration, à des objectifs clairs, à un feedback non ambigu, à un sentiment de contrôle élevé. Et tout ça, c'est aussi des éléments qui sont liés à la performance en tant que telle individuellement. Donc si on a tout ça qui rentre dans le flux, forcément, on va avoir cet aspect-là. Alors ensuite, donc eux, qu'est-ce qu'ils ont cherché à faire? Ils ont cherché à créer un programme pour entraîner le flux et qui était focalisé sur les antécédents, dans ce dont on a besoin avant de rentrer dans l'expérience de flux, les éléments qui sont le challenge optimal, donc le défi optimal, et la haute motivation, et aussi les trois aspects expérientiels qui sont donc l'absorption, le contrôle sans effort et la récompense intrinsèque. Ok. Donc ils ont monté un programme là-dessus. C'était donc, alors là où il faut prendre un peu des pincettes, c'est que on était sur une démarche où on n'avait pas de groupe test, enfin on n'avait qu'un groupe test, on n'a pas de groupe contrôle, etc. Donc c'est vraiment une étude exploratoire. Donc évidemment, il faut mettre toutes les précautions d'usage. Ça veut dire que ça y est, on a trouvé le truc, etc. C'est une première étude exploratoire où on a testé une intervention près de participants pour voir si ça avait un effet sur ces participants, sans comparer à autre chose, etc. Donc ils s'étaient formés, les participants, voilà, on va le voir tout à l'heure, sur le flux, et ils devaient ensuite choisir une activité précise, par exemple en sport, pour s'entraîner et appliquer en fait ce qu'ils avaient vu sur le flux à cette activité-là. Ils étaient testés avant, pendant et après. Il y avait donc un atelier de 3 heures sur le flux qui a été mis en place pour les participants. Et donc cet entraînement permettait ensuite de mettre en place des choses pour les participants qu'ils ont pu... et on mesurait ensuite pour voir s'il y avait plus d'expérience de flux, si c'était une plus grande qualité, etc. Donc des mesures avant, juste après l'atelier et à la fin de l'intervention. Donc avant, c'était quelques jours avant l'atelier. Ensuite, on a l'atelier, on a des questionnaires. Ensuite, on a 10 jours après l'atelier. Voilà, ok, je relis parce que oui, ouais. Donc 10 jours après l'atelier, on avait d'autres questionnaires pour voir leurs attentes, leur expérience par rapport à l'activité qu'ils avaient sélectionnée, leur adhérence, c'est-à-dire le fait qu'ils se tiennent, qu'ils fassent les choses qu'on leur avait demandé de faire, les perceptions sur l'intervention et le- la perception de la qualité de l'atelier et les résultats. Donc il y avait 26 personnes, c'est une étude australienne. Donc après, bon, je vous passe, les âges c'était entre 18 et 51 ans, 5 hommes et 21 femmes. Donc pendant les ateliers, ils voyaient un petit peu ce qu'était le flux, on leur expliquait, voilà, ils faisaient aussi des expériences. Alors je vous passe un petit peu les... Vous pourrez regarder hein, si vous voulez sur cet article-là. Je vous remets le lien dans le chat d'ailleurs, comme ça c'est fait. Voilà, donc vous avez un peu le détail de l'expérience, ce qu'il fait, etc. dans l'atelier. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je peux forcément détailler, et puis ça n'a pas forcément d'intérêt particulier. En tout cas, ils s'entraînaient, ils faisaient des tests, ils montraient un petit peu, ils essayaient de provoquer un peu le flux aussi pendant l'atelier. Voilà, et puis il y avait des feedbacks, etc. Bon, c'est 3 heures, donc on a le temps de faire des choses. Hein.
Et donc, il partait avec des recommandations pratiques. Pardon. Voilà. Ensuite, il s'était évalué sur l'efficacité de l'activité, les entraînements précédents à des compétences cognitives. Est-ce qu'ils avaient eu des entraînements au flux avant Voilà, leur état d'esprit, leur niveau de motivation, leur niveau de flux dans les activités en général. Donc il y a une échelle aussi sur le flux qui existe, qui a été utilisé avant, après, etc. Et bref, ils ont été interrogés sur un certain nombre aussi de conséquences. Réduction du stress, amélioration de la confiance, amélioration de la performance, appréciation de l'activité qu'ils avaient sélectionnée, possibilité d'appliquer ce qu'ils avaient vu à leur activité, la confiance en leur performance, donc le sentiment d'efficacité personnelle, en plus du questionnaire sur le flux, qui est le PFS, le Psychological Flow Scale. Qu'est-ce qu'on a eu comme résultat une fois cette intervention faite, en sachant que c'est une première étude, avec juste un groupe et pas de groupe contrôle? Ce que les auteurs ont montré, c'est que en fait, on peut entraîner les gens à avoir plus de flux de meilleure qualité plus fréquemment, et on a des effets positifs, notamment sur plusieurs choses. Les gens ensuite ont plus confiance en leur capacité à provoquer le flux. Ils font plus l'expérience du flux plus souvent. Ils ont plus confiance en leur capacité à être très concentrés, hautement concentrés, à avoir cette sensation de contrôle sans effort et d'appréciation de l'activité. Ils ont une plus grande motivation, une plus grande confiance en eux, ils apprécient plus leur activité, ils ont plus confiance en leur capacité à provoquer le flux, ça réduit leur stress, et donc on a une augmentation sur tous ces paramètres. Et notamment toutes les caractéristiques du flux, les 7 composantes dont j'ai parlé tout à l'heure, tout ça, ça augmente pour les participants. Et le plus important, c'est la performance auto-évaluée, la capacité à gérer le stress dans les effets secondaires, la baisse du stress, la baisse de l'anxiété. Donc, on a des effets de cet entraînement. Là où c'est intéressant, c'est que cette étude, donc pour résumer, on a un effet sur la capacité à provoquer le flux après. Le fait de former les gens pendant 3 heures à la notion de flux, à ce que c'est, à comment le provoquer, etc., avec des ateliers, des exercices, ça leur permet d'améliorer vraiment leur capacité à provoquer le flux. Et en plus, ça a des effets secondaires bénéfiques sur, encore une fois, une étude exploratoire. Là où c'est intéressant, c'est que c'est la première fois, à ma connaissance, et c'est aussi d'après les auteurs, qu'on a un entraînement vraiment pour provoquer le flux. Un protocole. Donc, protocole à retester, à remettre en place avec un groupe contrôle, etc. Mais c'est une première étude hyper intéressante, parce que le flux, souvent, je ne sais pas si vous connaissez la notion, pour regarder sur Se Réaliser d'ailleurs, il y a un article sur le flux, l'expérience optimale, et souvent, quand on lit des choses là-dessus, on se dit « Ah, c'est génial, ça va être super. Est-ce que j'en ai déjà fait l'expérience? Oui, peut-être une ou deux fois, mais comment est-ce que je fais pour le faire plus ?» Et là, souvent, on est un peu coincé. Donc, c'est intéressant d'avoir ce protocole-là, qui est une première... alors, on n'a pas le détail, mais ce qu'on sait, c'est que le fait d'en apprendre plus sur le flux, déjà, c'est une première manière de savoir comment le provoquer un peu plus. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez creuser l'article, vous pouvez aller voir aussi l'article sur Se Réaliser, c'est le flux de l'expérience optimale, je crois. Hop, je vais vous dire ça tout de suite. Le flow, tout savoir sur l'expérience optimale. Voilà, c'est cet article-là, ça chargera. Le flow, l'expérience optimale, donc le flow, serealiser.com/le-flow. Et donc là, vous en avez un peu plus sur ce sujet-là, si vous voulez en apprendre davantage. Dernier article de la matinée, où on a vraiment été vite, très très vite, c'est la capacité de l'intelligence artificielle à décoder les mouvements juste en regardant l'activité du cerveau.
en observant notre activité cérébrale. Je vous mets ça en épinglé, voilà sur quoi on est. Alors, ici aussi, on est sur un article qui résume un peu une recherche. La recherche, c'est la suivante. Donc, hop, je vous zoome un petit peu. Je vais accepter peut-être les cookies, voilà. Magnetoencephalogram-based brain-computer interface for hand gesture decoding using deep learning. Voilà, donc cet article qui a été publié le 13 mai dans Cerebral Cortex. Voilà. Et donc, qu'est-ce que les chercheurs ont trouvé dans cet article? Ils ont utilisé en fait une interface qui est la magnétoencéphalographie, je crois qu'en français on dit comme ça, pour développer en fait une interface homme-machine qui permettait de lire les mouvements directement en regardant l'activité cérébrale du cerveau. Donc c'est des chercheurs de l'université de San Diego en Californie. Et donc ils ont utilisé cet outil-là, qui est beaucoup plus léger qu'un IRM, hein, c'est une espèce de casque qu'on met. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est plus léger, c'est pas non plus. Voilà. Mais en gros, vous êtes assis dans un truc comme ça. Voilà, ça serait plutôt. Ça ressemble plutôt à ça. Donc vous voyez, vous voyez un peu le délire. En gros, c'est donc un appareil qui mesure. Je sais pas comment vous montrer ça. Voilà. Tac, c'est un appareil qui mesure les ondes, les champs magnétiques du cerveau. Qui mesure les champs magnétiques du cerveau, en fait, quand vos neurones s'activent, donc c'est des champs électriques, et des groupes de neurones s'activent à droite, à gauche, etc., à différents endroits, ça crée des micro-champs magnétiques qu'on peut mesurer avec un appareil suffisamment sensible, et donc on peut localiser comme ça là où ça s'active le plus. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont utilisé l'intelligence artificielle pour apprendre à partir de ces champs magnétiques. Non seulement évidemment on sait quelle zone s'active, ça c'est l'appareil le fait déjà, mais savoir en fonction de la zone qui s'active à quel geste ça correspondait. L'intérêt c'est que c'est pas invasif et que c'est un peu plus léger que l'IRM. Voilà, et c'est en live, etc. Avec une résolution en millisecondes. Donc c'est assez fin pour faire ça facilement. Donc je vous passe les éléments techniques sur la magnétoencéphalographie. Donc on avait 12 participants, taille d'échantillon classique pour des études avec ce genre d'appareil parce que c'est très lourd, c'est très cher, c'est difficile d'accès et ça dure longtemps par participant, donc c'est normal et surtout il faut calibrer en fonction des participants puisqu'on a tous un cerveau différent, même si les zones de notre cerveau qui font, par exemple, qui gèrent les mouvements, la perception, etc., sont à peu près au même endroit pour tout le monde. La vision à un endroit, etc. Les mouvements du corps sont à un endroit, les mouvements fins aussi, etc. Mais ça varie d'une personne à l'autre un peu quand même. Donc c'est pour ça que se comprend qu'on n'a pas forcément beaucoup de personnes. Et donc ces personnes-là, elles sont passées dans le magnétoencéphalographe et elles devaient faire un geste, soit pierre, papier ou ciseaux avec la main. Voilà. Et donc l'appareil enregistrait les images de l'activité du cerveau à ce moment-là, enfin les vidéos plutôt. Et les chercheurs ont utilisé une intelligence artificielle, donc avec un réseau, un modèle de réseau de neurones, etc., pour créer un algorithme d'apprentissage profond, de deep learning, pour catégoriser, classifier ces gestes. Et sur un premier essai, donc sur un seul essai, quand l'intelligence artificielle faisait un essai, dans 85% des cas, elle trouvait la bonne classification pour les 12 personnes. Donc ce qui est extrêmement performant, puisqu'en entraînant davantage l'intelligence artificielle, on pourrait aller beaucoup plus loin. Alors,
Et en plus, on avait, alors c'est ce qu'ils disent aussi dans la recherche, c'est qu'ils n'avaient pas besoin même du tout le cerveau, ils avaient besoin juste des lobes, de se concentrer sur les lobes pariétaux et ça suffisait en fait. Parce que c'est là où on a les mouvements et il n'y a pas besoin d'analyser toute l'activité du cerveau. Parce qu'en fait, même quand vous faites c'est toujours pareil, hein, c'est l'idée du pourcentage, vous savez, le neuromythe du pourcentage du cerveau utilisé, en disant qu'on n'utilise pas 100% de notre cerveau, etc. C'est bien sûr faux. Notre cerveau est tout le temps activé quasi entièrement. C'est juste que quand on fait de l'imagerie cérébrale, que vous voyez des images, vous voyez des zones, vous dites, par exemple, dans des recherches, si vous avez déjà vu des images de cerveau à l'IRM fonctionnel, etc., on dit, voilà, c'est cette zone-là qui est activée. Mais en fait, c'est qu'on fait des soustractions. On a fait d'abord des mesures où on demande aux personnes d'être allongées, de fermer les yeux et de penser, voilà, juste de penser à rien. Et ensuite, on fait l'expérience et on fait une soustraction entre l'activité du cerveau au repos, entre guillemets, et l'activité du cerveau pendant l'expérience. Et du coup, après, on n'a plus que, quand on fait cette soustraction-là, il nous reste la zone spécifique qui est liée à ce qu'on a voulu mesurer. Genre telle activité cognitive, tel geste, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, on a des images de cerveau où on n'a que quelques zones qui sont surlignées, mais en fait, le cerveau est activé en permanence. Donc, là où c'est intéressant, c'est que on peut, juste en prenant une zone, là, ça suffit, parce que c'est la zone des gestes, en gros, l'intelligence artificielle, le temps de traitement va plus vite, et on se concentre que sur la zone qui nous intéresse, puisque c'est des mouvements. Là où c'est intéressant, alors évidemment, c'est des mouvements simples, on commence toujours avec des choses comme ça, hein. C'est des mouvements simples, etc. Mais je vous avais déjà parlé d'un article sur l'intelligence artificielle et la vision, le fait de reconstruire des images à partir de l'activité du cerveau quand les gens voyaient, par exemple, l'image d'un phare, on avait une intelligence artificielle qui était entraînée et qui arrivait à recréer l'image du phare juste en regardant l'activité du cerveau dans les zones de perception de la vision. Quelque chose qui ressemblait vraiment d'assez près à l'image d'origine. C'était pas une résolution incroyable et c'était pas exactement pareil, mais on se disait, ah oui, c'est un phare, oui, c'est un avion, oui, etc. On reconnaissait bien les choses, hein, c'était assez net. Là, on a un peu la même chose pour les mouvements. Des mouvements simples, pierre, papier, ciseaux avec une main, voilà. Mais c'est des mouvements simples, c'est aussi des mouvements qui sont pas des grands mouvements. Ça veut dire que les grands mouvements, c'est plus facile à mesurer que des mouvements où on fait juste pierre, papier ou ciseaux, hein. On n'est pas sur du mouvement très très fin, mais on est quand même sur un mouvement plus fin que le fait de bouger le bras dans un sens ou dans un autre. Donc là où c'est intéressant, ce que l'intelligence artificielle maintenant, avec tous les développements qu'il y a eu, des réseaux de neurones, du deep learning, etc., c'est que quand on combine ça à la mesure de l'activité électrique du cerveau ou des champs magnétiques, des micro-champs magnétiques du cerveau, en fait, on arrive maintenant à, juste avec des images du cerveau, à lire des choses. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en entraînant tout ça, en allant un peu plus loin et en ayant des méthodes moins invasives, enfin, plus légères, plus portables pour lire, sur les mêmes principes, hein, pour lire l'activité du cerveau, on pourrait, pour des personnes par exemple qui sont en locked-in syndrome, c'est-à-dire qui sont, je ne sais plus comment on dit en français, le fait, vous savez, d'être conscient, mais de ne pas pouvoir bouger son corps, on pourrait mesurer leur activité cérébrale pour retranscrire des mouvements sur une prothèse à distance. Ça, on sait déjà le faire avec l'activité électrique mesurée sur le bras, par exemple, où on peut bouger un bras à distance. Là, on pourrait être sur des mouvements beaucoup plus fins. Pareil pour la parole, en fait, quand on parle, on active des muscles, hein, c'est aussi simple que ça. Donc, si on arrive à rentrer dans le grain un peu plus fin, on pourrait aussi, potentiellement, réussir pour des personnes qui sont en incapacité de parler, juste en pensant au fait de parler, en pensant à voix haute, entre guillemets, enfin, dans leur tête, en parlant dans leur tête, eh bien, elles pourraient potentiellement dire quelque chose, exactement la même chose à une intelligence artificielle, enfin, grâce à une IA, on pourrait faire en sorte qu'une voix de synthèse dise ce qu'elles ont envie de dire directement, sans forcément avoir à bouger la main, etc., juste en regardant ce qui se passe dans leur tête. Donc, c'est intéressant. C'est encore une pierre à l'édifice de la combinaison entre imagerie cérébrale et intelligence artificielle. Et pour des personnes qui sont
en difficulté, en situation de handicap, qui ont eu des accidents, etc., c'est des choses qui sont très intéressantes. Et c'est d'abord par là que ça va commencer. Mais bien sûr, le jour où on arrive à optimiser les IA, et ça ires sans doute plus vite que l'autre chose qui est le fait de rendre plus portables les technologies de lecture des ondes cérébrales, eh bien là, on va faire des progrès assez incroyables sur l'utilisation de prothèses, sur l'utilisation de voix de synthèse pour des gens qui ne peuvent plus parler, sur la perception aussi dans l'autre sens, etc. Donc c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant et c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà ce que je voulais évoquer ce matin avec vous comme article. On a été assez vite. Mais en même temps, c'est bien, on est synthétique comme ça. Comme il est déjà 9h15, je vais vous dire tout de suite. Je vous souhaite une bonne journée. La semaine prochaine, je ne stream pas. La semaine dernière, c'était jour férié. La semaine prochaine, je suis en déplacement pendant 3 jours, donc pas de stream le jeudi. Ça tombe bien parce qu'en ce moment, il n'y a pas énormément d'articles intéressants. Donc on va laisser 15 jours passer et on se retrouve au plus tard dans 15 jours pour une nouvelle revue de presse. J'ai du mal à parler ce matin. Une nouvelle revue de presse de psychologie positive. Et puis d'ici là, moi je vous souhaite une très bonne fin de semaine, une très bonne quinzaine à venir, à moins que je stream entre-temps du jeu vidéo. Et puis je vous dis à dans 15 jours. Bonne journée, ciao!